Chaque fois qu'un artefact archéologique est découvert, c'est l'occasion de tirer des leçons du passé. Le problème est que nous ne comprenons pas toujours les leçons. Il y a tellement de lacunes dans nos connaissances sur les gens qui ont vécu avant qu'il est parfois difficile d'interpréter ce qu'ils ont laissé derrière eux pour que nous puissions les retrouver. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire nos meilleures suppositions avec les informations disponibles. Alors faisons-le. Numéro 1. Nous savons que les anciens habitants de l'Écosse s'appelaient les Pictes, mais c'est presque tout ce que nous savons d'eux. Presque tout ce que nous pensons savoir sur cette race provient de documents romains biaisés, ce qui rend notre prochaine découverte encore plus importante. Il s'agit d'une pierre picte sculptée et gravée qui a été trouvée à proximité du site probable d'une ancienne bataille qui a conduit à la fondation de l'Écosse que nous connaissons aujourd'hui. Pour être plus précis, la découverte a été faite dans un champ à Aberlemno, près de Forfar. Les marques sur sa surface ont été interprétées comme des représentations de scènes de la bataille de Nechtansmer, survenue au 7e siècle. La bataille a vu le roi picte Bridey mac Billy vaincre Ecgfrith, roi des Anglo-Saxons. La défaite a empêché les Anglo-Saxons d'avancer plus au nord et a fourni suffisamment d'espace et de temps à l'Écosse pour former le territoire que les Anglo-Saxons tentaient de revendiquer. Les Pictes n'avaient pas de langue écrite et n'ont laissé pratiquement aucune trace historique, ce qui rend cette pierre aussi rare que possible. Numéro 2. Nous avons une découverte égyptienne pour vous. Il s'agit de la remarquable découverte d'une série de bâtiments administratifs et de silos à Kom-Ombo, sur les rives du Nil. À l'époque égyptienne antique, cette partie du pays était connue sous le nom de Nubt, un nom qui se traduit par « la ville de l'or ». De nombreux bâtiments et pièces récemment découverts peuvent être datés de la première période intermédiaire, qui a commencé en 2180 avant JC, et a duré jusqu'en 2050 avant JC. Les 20 silos du site semblent avoir été utilisés pour stocker des céréales. Le nom, Cité d'or, vient du fait que cet endroit était autrefois un centre vital d'activité commerciale dans l'Égypte ancienne, mais pendant ces années de boom, il était également important en tant que centre agricole. Cependant, les gens qui ont acheté leurs céréales à Nubt ont peut-être reçu plus que ce qu'ils avaient négocié, car les archéologues ont trouvé des os de rats et des excréments de rats fossilisés à l'intérieur des silos, ce qui indique que l'infestation de rongeurs était un problème grave. L'argent gagné à Nubt a servi à la construction du temple de Kom-Ombo, dédié au dieu crocodile Sobek et qui constitue l'une des structures les plus remarquables de la région. Numéro 3. Nous examinons les découvertes anciennes et nouvelles dans cette vidéo, alors en voici une qui date de 1867. Il s'agit du poignard Intsgavl, qui a été trouvé sur l'île danoise de Funan. Les experts le considèrent comme le meilleur exemple existant de poignard en silex en forme de queue de poisson et affirment qu'il vient de la fin de l'âge de pierre nordique, ce qui lui donnerait environ 3800 ans. Au Danemark, le poignard Intsgavl est considéré comme une icône culturelle nationale, à tel point qu'il figure sur le billet de 100 couronnes du pays. La description de l'artefact comme un poignard en queue de poisson vient de la forme de sa poignée, bien que l'on puisse également affirmer que la forme de la lame ressemble également à un poisson. On pense que sa conception était basée sur des poignards en bronze fabriqués dans d'autres régions d'Europe. Certains de ces poignards ont trouvé leur chemin jusqu'au Danemark et, même si les anciens Danois étaient incapables de les reproduire, ils étaient capables de fabriquer quelque chose de similaire à partir de silex local. Des poignards similaires ont continué à être fabriqués dans la région jusqu'à l'âge du bronze, c'est donc une conception qui a duré plusieurs siècles. Numéro 4. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons épousaient souvent leurs sœurs ou demi-sœurs, ce qui peut paraître étrange à notre époque. Mais ils avaient des raisons particulières pour le faire. L'une des principales raisons était de préserver la pureté de sa lignée royale et de garantir que le trône passe sans problème à sa famille. Ils croyaient également que le mariage avec des parents proches avait une signification religieuse importante.
Les pharaons étaient considérés comme des dieux sur terre, et le fait de se marier avec des proches reflétait l'union des dieux dans les histoires anciennes. De plus, ces mariages ont contribué à nouer des alliances politiques. Ils pouvaient unir différents groupes familiaux et régions par le biais de liens matrimoniaux. Même si cela peut nous paraître étrange aujourd'hui, à l'époque, cela avait du sens pour eux en raison de leurs croyances et de la façon dont ils considéraient la royauté et la religion. Les coutumes anciennes étaient souvent différentes des nôtres, et ces unions familiales constituaient une partie importante de la vie des pharaons et de la société égyptienne antique. Numéro 5. Le naufrage du Titanic s'impose comme l'une des catastrophes les plus emblématiques de l'histoire. De nouvelles images du naufrage de 1912 révèlent le Titanic dans un état critique, se dissolvant sous l'effet de l'eau salée, des courants et des bactéries. L'explorateur Victor Vescovo et son équipe, lors d'une expédition de 5 plongées à 12 000 pieds sur 8 jours, ont utilisé un submersible robuste pour capturer des images pour un prochain documentaire national géographique. Même si ce n'était pas la première fois qu'ils retrouvaient les restes, ils ont été surpris par la grande détérioration survenue au cours de la dernière décennie. Des éléments emblématiques, comme la valve de la célèbre scène du film de 1997, étaient méconnaissables et disparaissaient dans l'océan. Le Titanic devrait se détériorer complètement dans les décennies à venir. Dans un geste de respect, l'équipage a déposé une couronne et a organisé une brève cérémonie à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie il y a plus d'un siècle. Numéro 6. La médecine égyptienne a démontré un degré de progrès remarquable pour son époque et a laissé des traces dans des papyrus anciens remontant à au moins 5000 ans. Ces papyrus fournissent des informations précieuses sur les maladies, les diagnostics et les remèdes. Même si à ses débuts, la médecine égyptienne était basée sur les sortilèges et la magie religieuse, les médecins pratiquaient déjà des actes médicaux et chirurgicaux. Parmi les papyrus les plus remarquables figurent le papyrus de Berlin, le papyrus Iversi et le papyrus Côme, qui se concentrent sur la pathologie générale, la gynécologie et la pédiatrie. Le papyrus d'Edwin Smith décrit des cas de traumatisme et reflète les connaissances égyptiennes sur les organes humains, notamment les vaisseaux sanguins et le cœur. Jusqu'à l'invasion perse en 525 avant JC, les pratiques médicales égyptiennes sont restées largement constantes. Ils ont réalisé des interventions chirurgicales simples et non invasives. Ils découvrirent les propriétés médicinales des plantes locales et étrangères, proposant diverses recettes dans leurs papyrus pour traiter les problèmes de santé. Par exemple, le papyrus d'Iversi propose plus de 800 remèdes, notamment des onguents topiques, des bandages et des médicaments oraux. Les Égyptiens utilisaient également des outils chirurgicaux métalliques, découverts dans la tombe de Karl, en bronze. La chirurgie était courante pour traiter les blessures physiques. Ils ont développé un système de triage qui classe les blessures en catégories traitables, douteuses et incurables. Parmi les outils utilisés figuraient des scies, des cuillères, des pinces, des couteaux, des perceuses, des pinces et bien plus encore. La circoncision était une pratique courante et ils utilisaient des prothèses telles que des orteils, des yeux et des langues artificielles. Ils possédaient de solides connaissances chirurgicales en matière de momification et d'autopsie religieuse, leur permettant de bien comprendre la morphologie humaine. Ils ont même réussi à déduire correctement la fonction de certains organes. Ils comprenaient que le sang transportait l'oxygène et éliminait le dioxyde de carbone, et ils connaissaient le pouls et sa relation avec le cœur. Ils ont théorisé sur les canaux qui transportaient l'air, le sang et l'eau à travers le corps, développant des méthodes pour traiter les maladies à l'aide de laxatifs qui débloquaient ces canaux. Le papyrus Iver mentionne le lavement comme méthode d'administration de médicaments en général. Certaines pratiques médicales égyptiennes, notamment dans le domaine de la chirurgie, étaient efficaces, comme le décrit le papyrus d'Edwin.
Les médecins égyptiens antiques promouvaient l'hygiène et une alimentation saine comme mesure préventive contre les maladies. De plus, ils possédaient des connaissances médicales approfondies qui ont déconcerté les scientifiques modernes. Numéro 7. Région vaguement définie de l'océan Atlantique, elle est entourée de mystères depuis des décennies, gagnant en notoriété grâce à la mystérieuse disparition de nombreux navires et avions. Sous les vagues du triangle des Bermudes se cache un mystérieux fond marin avec des plaines sous-marines, des chutes spectaculaires et des chaînes de montagnes submergées, générant diverses énigmes. Un mystère intrigant concerne les hydrates de méthane sous-marins, susceptibles de provoquer des bulles massives susceptibles de couler des navires, bien que cette théorie n'ait pas encore été prouvée comme étant la cause définitive des disparitions dans la région. La fosse de Porto Rico, la partie la plus profonde de l'océan Atlantique, se trouve également sous les eaux du triangle, offrant un terrain inexploré pour la recherche scientifique. Les profondeurs marines du triangle des Bermudes recèlent des secrets à découvrir, qui déroutent les scientifiques et les explorateurs, ajoutant encore plus de mystère à cette célèbre énigme. Numéro 8. Il y a longtemps, dans l'Égypte ancienne, il existait quelque chose de spécial appelé le livre des morts. Ce n'était pas un livre normal, mais une sorte de guide écrit sur des rouleaux de papier. Ces parchemins aidaient les personnes décédées au cours de leur voyage après la vie. Lorsqu'une personne mourait, son corps était soigneusement préparé pour le voyage. À côté, était placé l'un de ces parchemins spéciaux. Ces rouleaux étaient comme des cartes indiquant comment se rendre à un lieu important où l'âme était jugée. Si l'âme réussissait le test, elle pourrait aller dans un endroit magnifique. Si cela n'arrivait pas, quelque chose de grave lui arriverait. Le livre des morts contenait des mots et des astuces magiques qui aidaient l'âme à surmonter les problèmes en cours de route. Il indiquait également quelles choses offrir et quels mots dire. Il y avait même de petites statues qui faisaient le travail pour l'âme. Chaque parchemin était différent et adapté à la personne décédée. On croyait que ces mots et symboles aideraient l'âme dans son voyage afin qu'elle puisse vivre éternellement en paix. Ces rouleaux nous racontent comment les anciens Égyptiens croyaient à la vie après la mort et à la découverte de l'éternité. Numéro 9. Immergé sous les eaux cristallines de la Riviera italienne, à environ 17 mètres de profondeur, se trouve l'émouvant Christ des Abysses, une statue en bronze de Jésus-Christ érigée en 1954 et réalisée par le plongeur italien Giulio Marante. Cette sculpture de 2,5 mètres est un émouvant hommage à Dario Gonzatti, ami de Marante, décédé tragiquement sous l'eau. Si ce n'était pas un plongeur qui l'avait capturé, ce serait difficile à croire. Aux origines émouvantes et à leurs répliques, on trouve aujourd'hui deux monuments identiques en l'honneur du Fils de Dieu. Le premier se trouve au large de Saint-Georges, dans le sud-est de la mer des Caraïbes, initialement submergé avant de se déplacer vers la promenade. Le second, un cadeau à l'American Underwater Society, orne le fond marin à 25 pieds de profondeur près du récif corallien de DRY Rock au large des côtes de Floride. Les deux répliques reflètent l'impact de la vision de Marante, et la statue originale se trouve au Musée national de la plongée en Italie. Chaque version du Christ des Abysses constitue un hommage émouvant qui transcende les frontières, offrant réconfort et réflexion à ceux qui explorent les profondeurs des mers. Numéro 10. Les anciens Égyptiens ne plaisantaient pas lorsqu'il s'agissait d'avoir une haleine fraîche. Ils utilisaient une pierre ponce pour pulvériser les cendres des sabots de bœuf et brûler les coquilles d'œufs pour les réduire en poudre. Cette poudre était ensuite appliquée sur leurs dents et leurs gencives pour protéger leur bouche des problèmes d'hygiène, et on disait qu'elle était très efficace à ces fins. Au moins en ce qui concerne le nettoyage, en termes de santé globale, ce n'était probablement pas génial car cela provoquait activement le saignement des gencives. Au fil du temps, ils ont également utilisé une combinaison de poivre, de fleurs d'iris et de sels minéraux. Il est intéressant de noter qu'ils auraient également été parmi les premiers à inventer des brosses à dents ou des bâtons à mâcher,
comme on les appelait à l'époque. Ils fabriquaient ces instruments à partir de brindilles, dont un côté servait de cure-dent et l'autre effiloché au bout pour servir de poêle. Les membres de cette civilisation ont également développé leur propre type de menthe pour la laine à partir de mélanges d'herbes et d'épices bouillies, comme l'encens ou la cannelle, mélangés à du miel, à mâcher ou à sucer. Numéro 11. Structure sous-marine de Zakynthos. Initialement découverte comme vestige d'une ville grecque perdue près de Zakynthos, des recherches récentes publiées dans le Journal of Marine and Petroleum Geology ont révélé une vérité plus intrigante sur ces structures sous-marines. Contrairement à la croyance initiale selon laquelle le site était une ville engloutie détruite par d'anciens raz-de-marée, il s'avère qu'il s'agit d'un phénomène géologique naturel remontant à l'ère Pliocène, il y a environ 5 millions d'années. Si ce n'était pas un plongeur qui l'avait capturé, ce serait difficile à croire. Le site, découvert par des plongeurs, a été soigneusement examiné par des experts utilisant des techniques avancées telles que les rayons X et la microscopie. Leurs découvertes ont révélé que les masses solides distinctives en forme de beignets se sont formées en raison d'une faille souterraine qui a libéré du gaz. Bien que rares dans l'eau de mer, ces formations sont plus fréquentes dans les sédiments microbiens exposés à l'érosion naturelle des fonds marins. L'équipe de recherche a conclu que ce phénomène géologique en eau peu profonde est exceptionnellement rare et fournit des informations précieuses sur les processus dynamiques de la Terre sur des millions d'années. Numéro 12. La construction navale a joué un rôle essentiel dans l'économie et la culture égyptienne. Grâce à leur compréhension de l'aérodynamique, les Égyptiens ont construit des navires avancés équipés de voiles réglables et de gouvernails montés à l'arrière. Ils furent pionniers dans l'utilisation de navires lourdement armés, depuis les petits radeaux en papyrus jusqu'aux imposants navires capables de transporter de lourdes charges. Un exemple notable est le navire Khufu, un navire bien conservé qui continuerait à naviguer aujourd'hui. Même si ce n'est qu'en 2400 avenues. Qui a réussi à construire des navires capables de défier les vagues de la Méditerranée? À l'époque des pyramides, les bateaux égyptiens n'avaient pas de quilles et utilisaient plutôt des cordes pour éviter de chavirer. Propulsés par des rames et de hautes voiles, on connaît des navires qui se sont aventurés au Liban à la recherche de bois précieux. Vers 1500 avant JC, les Égyptiens maîtrisaient la construction de quilles et de coques renforcées intérieurement, donnant naissance à deux types de navires, les navires à large coque pour le transport de marchandises et les galères étroites pour la guerre. Lors de leur voyage en mer, les Égyptiens étaient guidés par des cadrans solaires et des constellations pour déterminer leur emplacement. Certains experts suggèrent qu'ils avaient également des connaissances en électricité, car des chambres souterraines ont été découvertes sous le temple de Dendera qui pourraient contenir d'anciennes ampoules, ainsi qu'un objet ressemblant de façon frappante à une ampoule. Bien que ce sujet continue de faire l'objet de débats parmi les chercheurs, il reste possible que les anciens Égyptiens aient donné une signification scientifique plus profonde aux images et aux textes qu'ils ont laissés derrière eux. Les Égyptiens ont laissé un héritage important en astronomie, dont la précision est toujours d'actualité. Bien qu'à son époque elle n'était pas considérée comme une science indépendante, la connaissance égyptienne était profondément enracinée dans sa religion et sa mythologie. Numéro 13. Les cercles de pierre vieux de 7000 ans, situés en Haute-Égypte, témoignent de leur importance pour la vie religieuse. Les anciens Égyptiens ont apporté d'importantes contributions à l'astronomie. Dans un premier temps, ils utilisèrent des textes astronomiques pour établir les dates des fêtes religieuses. Ils ont également développé un système de constellations et capturé des tables d'étoiles dans les tombes et les temples. Durant la période gréco-romaine, Claude Ptolémée s'est imposé comme l'un des astronomes les plus éminents de l'époque. Il a catalogué plus d'1 millier d'étoiles et décrit comment prédire le comportement planétaire. Les Égyptiens ont noté que la crue du Nil coïncidait avec l'apparition d'étoiles à la porte, utilisant cette observation pour créer un calendrier de 365 jours.
Sa connaissance de l'astronomie a également influencé l'orientation des édifices sacrés et l'instauration du jour de l'an. Les Égyptiens croyaient que leur dieu résidait dans le royaume d'Osiris, situé dans la constellation d'Orion. Les 3 pyramides de Gizeh représentent les étoiles de la ceinture d'Orion, tandis que le Sphinx symbolise la constellation du Lion. Aujourd'hui, les astronomes ont découvert que la pyramide avait été conçue pour pointer précisément vers les étoiles circumpolaires du ciel nordique. Grâce à leur connaissance en astronomie, les anciens Égyptiens ont découvert les étoiles variables et ont calculé avec précision la période d'éclipse avant les Européens. Ils ont développé des outils tels que le cadran solaire, le sablier et le tic-tac pour mesurer le temps, divisant la journée en heures. Ils ont peut-être aussi proposé l'idée d'une Terre sphérique. Ils construisirent des temples alignés de manière astronomique, avec des toits conçus pour observer les étoiles et calculer les heures de la nuit. Bien que l'alignement de leurs étoiles ne soit pas tout à fait précis, ils étaient plus avancés en astronomie que toute autre civilisation ancienne. La technologie ancienne découverte en Égypte présente des similitudes frappantes avec celle du XXIe siècle. Nous ne devons pas sous-estimer leur civilisation, ni leur approche progressiste et leur vaste connaissance.